Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre événement 100% digital du Club by Mixité Inside sur le thème « Les nouveaux leaderships à impact, mutation, révolution ». Pour répondre à cette question, des personnalités témoignent pour vous. Madame la ministre Olivia Grégoire, soutien du club, nous partage aussi sa vision. Alors, installez-vous bien derrière vos écrans. Très bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour à toutes. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre invitation au club by Mixité Inside. Vous dire bravo à la fois pour l'ambition que vous portez de promouvoir la mixité à tous les niveaux et vos 2 ans d'existence déjà. C'est très important pour les femmes dirigeantes que vous êtes, que nous sommes, de créer les occasions d'un échange régulier sur les enjeux de la mixité en général, de l'inclusion en particulier. C'est une thématique qui me tient évidemment à cœur dans ma vie tout court et dans le cadre de mon mandat en particulier. L'économie responsable que j'ai l'honneur de porter ici à Bercy ne peut pas exister, ne peut tout simplement pas se comprendre sans les enjeux sociaux et sans les enjeux du capital humain. Ces enjeux, vous le savez, sont la pierre angulaire de vos préoccupations au sein du club by Mixité Inside et ce sont des enjeux majeurs. En partageant vos expériences, en capitalisant sur les bonnes pratiques, vous créez une forme d'inspiration vertueuse. Cette inspiration, elle joue non seulement entre vous, pour vous, mais aussi par votre rayonnement au sein de vos entreprises respectives. Les échanges que vous créez permettent de transformer vos savoirs, vos expériences en action. Et de l'action, nous en avons besoin plus que jamais. Aujourd'hui, plus personne ne se satisfait des mots, des paroles, des grandes déclarations, de grands engagements conceptuels. Ce que nos concitoyens, salariés ou consommateurs, demandent à leurs entreprises, ce sont des gages, ce sont des preuves, ce sont des actes forts, des actes incarnés et tangibles. En tant que femme dirigeante, vous représentez les figures tutélaires qui peuvent mettre en œuvre ces actions. Vous incarnez un modèle particulier, porteur de leader à impact. C'est en effet le thème qui est le vôtre aujourd'hui, discuter l'émergence, l'existence des nouveaux leaderships à impact. Je veux vous remercier d'avoir pensé à moi, sincèrement, pour introduire votre session. L'impact, c'est un mot, et je m'en félicite, qui est à la mode, de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Ça tient évidemment à la crise environnementale, dont chacun prend conscience un peu plus chaque jour, ne serait-ce qu'à l'aune des événements climatiques de l'été que nous venons tous de traverser. Mais l'impact, ça tient aussi à une quête de sens, à une responsabilisation, dans le quotidien des Françaises, des Français, qui a été mise à jour et renforcée avec la crise sanitaire. Je crois que nous avons compris que face à l'importance des enjeux qui sont les nôtres, personne ne peut agir seul entre les entreprises, la société civile, l'État. C'est évidemment à l'État de prendre ses responsabilités en se faisant le pivot des efforts de chacun. Le pivot, mais non pas le décideur. Le rôle de l'État est de montrer le chemin et non pas de conduire le camion. Je crois qu'en entreprise, comme en politique, le leader est celui qui tient la boussole. Par la confiance qu'il donne et qu'il sait créer, il permet au collectif de se réaliser dans sa performance individuelle et donc de tenir des objectifs globaux. Être un leader de l'impact, ça n'est pas distribuer les bons et les mauvais points, c'est donner les voies et moyens à chacun selon ses forces et selon ses besoins. Cela vaut en entreprise, un monde que je connais bien pour avoir été salarié pendant de longues années, mais aussi entrepreneur, pour avoir ensuite porté au Parlement, présidé la loi Pacte, et ça vaut en politique. C'est ma définition du leadership à impact, pour tenir ensemble des objectifs sur le plan social et environnemental, pour un monde d'après qui tient ses promesses plus qu'il ne pérore. Je crois qu'il faut donner les voies et moyens à chaque partie prenante pour assurer à la fois le bon niveau de liberté et de prise de risque, à la fois la poursuite d'objectifs communs. Concrètement, à mon niveau, c'est ce que j'ai voulu faire avec la plateforme impact.gouv.fr, qui est au service des entreprises de toute taille et de tout secteur. C'est ce niveau leadership à impact que j'ai voulu incarner en mettant en place la plateforme qui laisse une large place, et c'est bien normal, aux items de gouvernance. L'idée en est toute simple. Donner à toutes les entreprises de la TPE au CAC 40 un lieu pour informer, pour faire connaître leurs données, les données de leur performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Sur cette plateforme, chaque entreprise peut renseigner une petite cinquantaine d'indicateurs chiffrés qui sont autant d'indices de son caractère vertueux
mais qui sont surtout autant de questions que l'entreprise peut se poser quant à ses pratiques. Je vous rassure, ça n'est pas un exercice vain. Les 50 indicateurs sur lesquels nous vous proposons de participer seront au cœur des obligations à venir pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés dans les années qui viennent, sous l'égide de la directive CSRD. Je vous invite à vous renseigner sur cette directive et à anticiper en vous inscrivant sur la plateforme Impact. J'invite pour terminer les dirigeantes qui nous entendent, qui nous écoutent et dont les entreprises ne seraient pas encore sur impact.gouv.fr à rejoindre notre initiative et à donner vie avec nous à cette plateforme qui promeut, notamment par le truchement de la gouvernance, un leadership à impact. Nous sommes 500 aujourd'hui. Cette plateforme a quelques mois. Aidez-moi à rassembler encore 2500 entreprises pour donner de l'ampleur à l'impact. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous du Club by Mixité Inside, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, et notamment pour une table ronde où nous allons parler du leadership à impact, mutation ou révolution. À mes côtés, 3 invités, Véronique Bédag, directrice générale de Nexity. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue. Arthur Aubeuf, vous êtes cofondateur de Time for the Planet. Bonjour, merci. Bienvenue. Et Catherine Testa, cofondatrice de l'Optimisme. Bonjour. Bienvenue. Alors Véronique, j'ai une première question à vous poser. Quelle est votre vision du nouveau leadership à impact ? Écoutez, moi je pense qu'au fond, le leadership a d'autant plus d'impact que les valeurs du leader sont parfaitement alignées au fond avec celles de son entreprise. Moi j'ai la chance de diriger une entreprise qui est engagée depuis très longtemps et mes valeurs sont parfaitement alignées avec cette entreprise et que ça donne une force extraordinaire. Après, évidemment, le leader doit dire aussi simplement que possible où va l'entreprise. Et je ne suis pas en train de dire que le leader conçoit ce chemin tout seul dans son bureau. Moi, je suis vraiment beaucoup en interaction avec mes équipes, avec tous mes collaborateurs pour élaborer cette stratégie. Alors après, il y a quelque chose qui change beaucoup par rapport à cette très lointaine époque où moi j'ai commencé à travailler. Je pense qu'au fond, le leader aujourd'hui, il doit se mettre au fond, en support de ses équipes. Moi, je les surprends souvent parce que quand j'arrive, je leur dis où on va, comment je m'y prends. Et à la fin, je leur dis, mais au fond, comment je peux vous aider ? Mais je pense que le leader doit aider ses équipes. On est tous dans des mondes en grande transformation. Et je pense que nous, il faut qu'on se mette à l'endroit où tout à coup, on donne le coup de main qui fait que ça passe. Et puis, je pense aussi que le leader aussi, il doit dire les choses. Alors, avec beaucoup de... C'est l'intention qui compte, avec beaucoup d'empathie, mais dire les choses et aussi fêter les grandes victoires. Moi, on est dans une entreprise, évidemment, qui se bat beaucoup, etc. Et j'aime fêter les victoires. Et je dis aussi, de la même façon, au fond, quand on s'est trompé de chemin ou quand on n'a pas fait tout à fait ce que je souhaitais au début de l'histoire. Voilà un petit peu les grandes composantes de ce que doit être, je pense, ou de ce que peut être, au fond, le leadership aujourd'hui. D'accord. Quelles sont les forces, voire les piliers de l'ADN de Nexity ? Alors l'ADN de Nexity, au fond, c'est d'abord la ville abordable et la ville inclusive. Ça, c'est un combat historique de l'entreprise. On a été les premiers à intervenir dans les quartiers politiques de la ville. 1/3 de notre production va au logement social. Nous, on est vraiment... c'est un vrai combat. Aussi sur le prix du logement, on veut qu'on puisse s'offrir du logement. Ça ne doit pas être un privilège. Ça irrigue tout l'ADN de Nexity depuis très longtemps. On a un deuxième pilier qui est vraiment la ville bas carbone, un vrai engagement. Moi, je veux qu'on soit on est le premier promoteur bas carbone de France. Aujourd'hui, on est ceux qui produisent le plus de bâtiments bas carbone. Je pense que c'est pas assez. On doit tout produire en bas carbone. Donc ça, c'est un engagement vraiment profond. Et le troisième engagement, ce sont les collaborateurs. C'est ce qui fait, au fond, la créativité de Nexity sur le terrain tous les jours. On est best place to work, on en est hyper fiers, parce qu'on est une entreprise de 10 000 personnes. C'est pas si simple que ça dans ces grandes entreprises. Tous nos salariés sont actionnaires de l'entreprise, ils sont vraiment alignés avec les intérêts de l'entreprise. Et puis, vous le savez tous, c'est à la fin du jour ce qui fait la richesse de nos entreprises. Nous, on a déployé la fresque, on est en train de déployer la fresque sur du climat sur toutes nos équipes. On a commencé
commencé par le commerce et on descend. Et aujourd'hui, ce sont mes salariés qui sont plus exigeants que moi en matière de bas carbone. On sent qu'il y a une fierté chez mais vous. Mais évidemment, j'ai gagné. Si eux, sur le terrain, sont encore plus engagés que moi, évidemment que j'ai gagné. Très bien, merci pour cette vision, en tout cas du leadership. Catherine, je me tourne vers vous parce que vous êtes la cofondatrice de l'Optimisme et d'ailleurs l'auteur de Oser l'Optimisme. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à l'optimisme en tant que vision sociétale ? Parce que l'optimisme avait mauvaise presse en France. On avait l'impression souvent, quand j'ai travaillé aux États-Unis, dans d'autres pays, en l'occurrence, et j'avais l'impression que être optimiste en France, c'était être un bienheureux naïf. En l'occurrence, c'était ne pas se rendre compte des grands enjeux, alors que tout le monde aujourd'hui peut se rendre compte des grands enjeux, mais ne pas oser tirer des narratifs de société un peu plus chouettes que ceux dans lesquels on était en train d'exister aujourd'hui. Et j'avais vraiment cette impression qu'en France, on paraissait presque plus intelligent à parler de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Et quand on allait à un dîner, par exemple, en société, on parlait toujours des crises démographiques, sociétales, politiques, économiques. Et je viens du domaine du développement durable. Donc autant vous dire, tous mes copains sont des collapsologues, persuadés que le monde va s'effondrer. Mais j'aime bien le rappeler en disant qu'on peut être au fait des enjeux. Par contre, se dire, on va améliorer l'existant et on va à chaque fois essayer de faire un petit pas qui va peut-être améliorer les systèmes existants. Catherine, vous dites souvent qu'il est facile de confondre optimisme et naïveté. Pourquoi ? Parce que c'est probablement très français. En l'occurrence, on a tendance à confondre l'optimisme avec sa caricature qu'est la naïveté. Comme si celui qui était optimiste, c'était un bienheureux naïf qui n'avait pas compris les dangers du monde dans lequel on allait, qu'on allait devoir affronter, en l'occurrence dans la société dans laquelle on va vivre. Et on paraît plus érudit en France à parler des problèmes. Intellectuellement, on a l'impression qu'il a mieux compris parce qu'il va parler d'un problème économique, démographique, social, sociétal. Et on a moins tendance à mettre en lumière les belles actions parce que on a l'impression qu'elles sont pas vraiment vraies. On a peur parfois de tomber dans une thématique du greenwashing, par exemple. Et souvent, ceux qui agissent n'en parlent pas forcément beaucoup et elles sont pas mises en lumière, tout simplement. D'accord, merci. C'est très optimiste en tout cas. Parce que je trouve aussi qu'on confond beaucoup, par exemple, l'humour, l'immaturité. Et je suis vraiment d'accord avec l'optimisme, la naïveté, c'est un énorme sujet aujourd'hui. Et c'est important d'être optimiste et d'y croire. Et d'ailleurs, la boîte que j'avais commencé à cofonder avant Time for the Planet, qui est à peu près le même modèle, s'appelait Optimist. Donc, j'adore. On n'a pas été en concurrence du coup. Des points communs. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Time for the Planet et le concept notamment ? Oui, bien sûr. Alors, Time for the Planet, c'est un mouvement citoyen qui déploie 100 innovations pour lutter contre les gaz à effet de serre à grande échelle et en fait qui appartient à tout le monde. Donc, on a 3 spécificités. La première, c'est que tout le monde co-possède Time for the Planet, tout le monde est copropriétaire, c'est pas un don, donc actionnaire. D'accord. La deuxième, c'est qu'on déploie toutes ces innovations en open source, donc ça veut dire qu'on les partage gratuitement avec n'importe qui partout ailleurs sur la planète pour qu'elles puissent se multiplier et que même si nous on échoue, ces innovations elles continuent leur chemin et in fine que ça réussisse. Et la troisième, c'est qu'on est non lucratif et qu'on rémunère nos actionnaires en dividendes climatiques, c'est-à-dire en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur investissement. Donc tout l'argent est toujours réinvesti, tout l'argent que génèrent ces entreprises, ces innovations, pour recréer de nouvelles innovations. Alors Arthur, j'ai une autre question. Comment remettons l'entreprise au service de l'urgence climatique ? Ouais, alors en toute modestie, je pense que la vision, en tout cas que nous on partage chez Time for the Planet, c'est que on travaille à peu près 100 000 heures dans une vie, tous. Ça fait beaucoup, ça fait 11 années en cumulé, donc 11 années sans dormir. Et si toute cette énergie qu'on met, tous ces réveils qu'on s'inflige le matin, tous ces bouchons pour beaucoup d'entre nous, ça sert à foncer dans un mur et à niquer en plus notre avenir, à pourrir un petit peu notre avenir, autant faire une grande sieste de 100 000 heures. Et nous, on se posait les questions de l'intérêt de justement tout ce qu'on fait collectivement, toute cette énergie qu'on déploie collectivement, parce que c'est quand même un vrai sujet. Pourquoi on le fait ? À quoi ça sert ? Et à quoi ça doit servir ? Et pour nous, l'entreprise, c'est un outil qui est formidable, parce que ça utilise l'argent justement pour faire des choses, pour mettre ce collectif en action, pour dessiner des visions, des projets de société. Et si on est capable d'utiliser l'entreprise pour résoudre les grands challenges de notre siècle, on a peu d'outils qui sont aussi efficaces. Par définition, l'objectif aujourd'hui, c'est de transformer nos modes de vie à grande échelle et c'est ce que font les entreprises. Donc on s'est demandé comment on imagine un modèle d'entreprise qui est au service de l'urgence climatique, parce que c'est un gros sujet du moment quand même, et c'est ça l'origine de Time. Très bien. Véronique, je vous voyais acquiescer, vous
Vous voulez peut-être rebondir sur ce que disait Arthur à l'instant? Moi, je pense qu'effectivement, alors moi, j'ai deux vies. J'ai une vie dans le public, une vie dans le privé. Et c'est vrai que l'entreprise, quand elle s'engage et quand elle bouge à une rapidité qui est vraiment étonnante. Et elle peut faire une différence. Je vais vous donner un exemple. En 2018, on a vendu à l'Assemblée générale des actionnaires de Nexity. Donc, c'est quand même pas un moment super facile pour faire du non-profit. On a dit, au fond, nous, notre engagement, c'est la ville inclusive. On veut que tout le monde ait place dans la ville. Et on a vendu une partie de non-profit, c'est-à-dire que nous, on fait dans des quartiers, on fait du non-profit, c'est-à-dire qu'on fait des pensions de famille. Alors, c'est 10, 20 logements. On a toujours une association pour le prendre. On fait pas de marge et ça nous permet, au fond, avec les associations, de donner une place dans la ville à tous ces gens qui n'ont pas de domicile, des migrants, des SDF, tous ces gens qui ont besoin de passer, au fond, par un... Et au fond, aujourd'hui, j'en ai 2 ouvertes. Déjà, c'est très rapide dans le monde de l'immobilier. On en a 60 sous projet. Nos équipes sont enthousiastes. Voilà, elles sont très fières quand on a fait ça. Parce que là, on construit la ville. On fait pas que du logement, on construit la ville, on lui donne du sens. Donc moi, je suis convaincue que lorsqu'une entreprise s'engage, et c'est pareil, nous, on veut vraiment faire. Moi, je veux aller au bas carbone. Enfin, je dis de façon un peu provocante à mes équipes, au fond, les réglementations, ça m'est égal. Je veux qu'on soit les premiers le plus vite à aller sur le bas carbone. Mes équipes viennent de gagner un très beau concours à Lyon et au cœur du concours, il y a vraiment le bâtiment bas carbone, mais sans chauffage et sans clim. Donc on essaye, on y va, on essaye des matériaux et moi je pense que on a un chemin. Nous on a gagné la porte de Montreuil comme ça, on a gagné le village des athlètes également comme ça. Voilà, donc je pense que quand l'entreprise et ça n'a rien à voir avec les réglementations que nous impose l'État. Enfin, on est au-delà de ça, on est vraiment. Il y a l'enjeu de la biodiversité également. Ça, la biodiversité, c'est quelque chose qui s'ouvre en réalité. Nous on a déjà fait des choses, mais on se rend compte au fond. Enfin, on l'a vu cet été, mais on se rend bien compte que le bas carbone et la biodiversité, en réalité, c'est un tout. On ne peut pas dissocier les deux. On se rend compte aussi que finalement, le bas carbone ou le combat sur le bas carbone, au fond, c'est plus maîtrisable techniquement que la biodiversité, qui est, comme la nature et comme la vie, quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais là, on est vraiment, on en reparlait ce matin, on est vraiment engagé. On a déjà fait des premières expérimentations. C'est très complexe, mais on va y aller. Et ça fait sens et tout ça fait que, au fond, les élus trouvent qu'on est vraiment un interlocuteur de référence sur ces sujets-là. Et moi, honnêtement, je n'ai aucun problème pour recruter. Parce que les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, qui arrivent dans l'entreprise, ils ont envie de s'engager pour ça. Au-delà du travail qui est le leur tous les jours, ils ont vraiment envie de s'engager sur ces sujets. Donc en fait, ces engagements dont vous nous parliez se retranscrivent parfaitement, je dirais, dans vos métiers ou dans... c'est cœur de métier, nous. Cœur de métier. Nous, c'est devenu cœur de métier. Et l'autre jour, quelqu'un me dit non, je veux parler de ça avec quelqu'un chez toi. Il m'a dit, mais qui est-ce qui dirige la RSE? Je dis, mais attends, non, c'est cœur de métier. Tout ça devient cœur de métier. La façon dont je construis mes immeubles, la façon dont je construis la ville, tout ça, ça irrigue complètement l'entreprise. Très intéressant. Catherine, je me tourne vers vous parce qu'on parle beaucoup actuellement justement de révolution digitale, de quête de sens, mais aussi de besoin de reconnaissance aussi au sein de l'entreprise. Qu'en est-il en réalité? Alors, je crois qu'il y a la reconnaissance qu'on attend souvent des managers. Le fait de remercier, vous évoquez sans arrêt vos équipes, vous leur dites, vous évoquez le fait que c'est un travail collectif, mais il y a aussi le sentiment d'appartenance et de créer, en l'occurrence, la ville de demain, les bâtiments de demain, et de se dire qu'on est utile à la société. Parce qu'il y a une vraie perte de sens dans le monde du travail, on commence à la voir, elle s'exprime partout. On cherche même comment lui donner du sens. On cherche parce que parfois on ne s'est pas posé la question. On a fait des études, on se retrouve après 15 ans à travailler dans une entreprise et on se pose la question parce qu'il n'y a pas de valeurs qui sont ancrées, parce qu'il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas d'enthousiasme, il y a juste parfois des actes de vente sans contribution. Et je crois que l'être humain est fait pour contribuer à quelque chose et avoir un sentiment d'utilité. Quand on a parfois, moi j'entends des salariés qui me disent, moi chez moi on me dit que les cimetières sont remplis de gens indispensables. En l'occurrence, c'est hyper violent. Donc il y a beaucoup de salariés qui parfois cherchent leur place et il y a ceux qui travaillent dans des entreprises qui ont une utilité pour la société et qui vont parfois, dans le bon sens. Arthur, j'ai envie de vous entendre aussi sur ce sujet, mais j'ai aussi envie de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte qu'au sein de l'entreprise, tout le monde soit partie prenante. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une croyance commune? C'est un très bon mot, croyance commune. Pour rebondir là-dessus, ce qui a été dit est très vrai. Enfin, moi, je partage complètement. Je crois qu'on n'a plus de projet de société. En fait, il y a 50 ans, on prenait n'importe qui dans la rue, on lui demandait comment il imaginait les années 2000-2020.
tout le monde vous regardait avec des étoiles dans les yeux en vous parlant d'énergie infinie, de voitures volantes, de gratte-ciel tellement haut qu'on n'en verrait plus le sol. Mais c'était le projet de société. Et on avait un imaginaire collectif et commun qu'on suivait. Et voilà. Aujourd'hui, quand on nous demande ce que c'est notre grand projet de société, c'est survivre. C'est quand même pas ouf. C'est pas le truc qui nous porte beaucoup. Et ça, c'est sûr que c'est difficile d'amener du sens comme ça. Donc il faut recréer justement un imaginaire. Il faut recréer des objets de fantasme, quelque chose qui fait que collectivement, on a envie de s'organiser, on a envie de se dépasser et on a envie de réussir une nouvelle mission. C'est ça l'humanité, on poursuit des missions. Et c'est ça la croyance, la fameuse, je trouve, qui met en action les gens. C'est, je vous propose une autre, en tout cas dans notre cas, une autre vision de l'entrepreneuriat, parce que cette vision de l'entrepreneuriat qu'on porte aujourd'hui, elle a porté ses fruits, elle a été géniale dans une époque, mais aujourd'hui on a d'autres challenges, il faut qu'on l'adapte. Il n'y a pas de souci avec ce qui s'est fait avant, c'est simplement qu'on fait des erreurs en avançant et on ne peut pas comprendre nos erreurs tant qu'on ne les a pas faites. Donc maintenant qu'on a compris les erreurs, il faut proposer d'autres modèles et on est obligé d'évoluer vers d'autres choses parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on propose des choses aux gens et qu'on leur dit, voilà, nous on croit en ça, on croit que l'entreprise au service de l'urgence climatique qui utilise l'argent comme un moyen pour faire quelque chose qui est supérieur au fait de générer juste du bénéfice et de dire vous venez au travail tous pour qu'on génère plus d'argent mais on ne sait plus pourquoi, c'est porteur juste de sens et d'énergie. D'accord, alors on parle justement de transition. Véronique, ces derniers mois, on a vécu, je dirais, un essor du télétravail. Comment est-ce que se dessinent les nouvelles organisations justement autour du travail, mais aussi de la mobilité ? Alors nous, c'est des sujets qui nous ont passionnés déjà depuis 3 ans. Il y a 3 ans, nous, on avait investi dans une entreprise de coworking parce que j'étais vraiment très intéressée, moins sur le tiers-lieu que sur le co-du-working. Comment est-ce qu'au fond, on organisait les bureaux pour travailler ensemble? Qu'est-ce qui faisait que cette petite étincelle de créativité, elle, au fond, elle éclosait? Donc, ce qu'on s'était dit déjà il y a 3 ans, mais alors je pense que le Covid va accélérer tout ça, c'est que moi, je suis convaincue qu'il faut garder un centre, un hub, quelque chose qui fait société, quelque chose qui dit la culture de l'entreprise, quelque chose qui intègre nos jeunes, parce que les jeunes qui ont intégré notre entreprise depuis 18 mois, ils n'ont jamais vu l'entreprise vivante, en fait. Ils ont vu des trucs de Teams, mais ils n'ont pas vu l'entreprise vivante. Donc moi, je tiens beaucoup. Alors c'est pas pareil, c'est beaucoup plus accueillant, hein, les grands couloirs avec des bureaux fermés gris, ça c'est fini. Mais vraiment quelque chose qui fasse société, qui fasse qu'on se rencontre. Après, il y aura du télétravail. Tout le monde sait que moi je suis pas super enthousiaste là-dessus parce que rester enfermé chez soi pour plein de raisons, voilà. Mais voilà, c'est une réalité. Et puis il y a des gens qui habitent très loin de leur travail. Et nous, on encourage beaucoup les tiers-lieux. Parce qu'on se dit que ça évite quand même de traverser éventuellement une métropole le matin, mais quand même la rencontre avec l'autre, c'est quand même ce qui est aussi le plaisir du travail. Et donc on est en train de s'engager avec Morning sur quelque chose qu'on a appelé rayons, qui sont vraiment... Alors là, pour le coup, vous avez raison, je pense que je ne vais pas faire des marges extraordinaires sur cette affaire, mais en tout cas, on y croit, on pense que ça fait sens, on pense que ça fait sens dans la ville. Donc des petits espaces de coworking, vraiment répartis sur les villes où on se dit que les gens habitent, mais on habite là probablement parce que les moyens de communication sont très développés, mais ont quand même envie de croiser les gens. Ils ont envie de sortir de chez eux, ils n'ont pas envie de travailler dans leur cuisine, ils ont envie de croiser des gens qui font autre chose. Donc nous, on a signé aujourd'hui d'ailleurs cet accord-là. Et on va tenter de déployer ça, vraiment parce qu'on y croit. On se dit que voilà, le travail, sortir de chez soi, rencontrer d'autres personnes, le au fond, le travail c'est aussi du pour beaucoup d'entre nous. Ça, il faut l'entretenir, il faut entretenir cette flamme-là. Et donc c'est ce qu'on va faire avec ce projet-là. Très bien. Une réaction sur la mobilité, Arthur ? Oui, sur la mobilité de manière générale, mais même moi je trouve que vous avez une mission qui est incroyable puisqu'on va devoir justement repenser l'urbanisation de manière globale. Le bas carbone, c'est pas juste se dire comment on fait des bâtiments et vous le faites, mais je pense qu'il y a un challenge qui est incroyable et justement c'est une mission qui est excitante. Je pense que ça explique nos passions. Non, mais je le comprends. C'est un vrai challenge, mais dans chaque challenge il y a des choses excitantes. Et la mobilité, pour moi, c'est d'abord comment on repense notre façon d'habiter le monde. C'est pas d'abord comment je change la manière dont je vais du point A au point B. C'est comment je fais en sorte que aller du point A au point B, j'ai plus à le faire en fait, ou j'ai à le faire mais différemment. Et c'est vraiment ça le sujet de la mobilité. C'est comment je réhabite l'espace, parce qu'on l'a pensé dans un contexte de pléthore en termes d'énergie qui n'est plus actuel, et donc il faut qu'on réinvente la façon d'habiter l'espace, et pas juste la mobilité, parce que ça serait traiter les conséquences et pas les causes. Très bien, Catherine. Alors moi, je crois beaucoup aux liens, en fait. Je crois
à l'optimisme, à l'enthousiasme et aux rencontres. Par exemple, moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour échanger avec des acteurs qui sont différents et je suis persuadée que la société de demain, elle va se coécrire avec des personnalités différentes. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. J'imagine que vous travaillez aussi sur ces sujets, à la diversité des intelligences, à la diversité des profils. Effectivement, c'est quoi le bureau de demain? C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de stimulation et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. La mobilité, pour moi, la question de la mobilité, c'est celle aussi de l'immobilité. C'est quoi une société immobile, en l'occurrence? Et je me dis, de temps en temps, il faudrait qu'on inverse ces questionnements-là. Et par contre, je suis convaincue, vous l'évoquiez, que le télétravail a forcément une limite qui est celle de... Ça nous rend heureux de rencontrer les autres. Et je crois qu'on s'en est tous rendu compte pendant le confinement. Il nous manquait un peu de nature, un brin de soleil et cet enthousiasme de l'autre, en fait. Et souvent, moi, si je ne me suis pas laissée aller au pessimisme de mes potes, c'est parce que j'ai rencontré des personnalités engagées. Et ça, c'est fondamental, en l'occurrence. Ça marchera jamais sans joie et ça marchera Oui. jamais sans les autres, c'est clair. Et si on veut déplacer, il y a aussi un centre de gravité de la norme à déplacer. C'est chouette de s'engager, en fait. Vous parliez des contraintes tout à l'heure. On peut le voir comme une contrainte, mais c'est la même chose que fumer-tu. En fait, tout le monde le sait, il y a des contraintes, mais allons à l'enthousiasme de l'engagement. Et c'est pour ça, c'est des projets comme le vôtre, la fédération des équipes, dans un même sens. Alors, un petit mot de conclusion chacun, même si déjà j'en ai eu les prémices. Des conseils à donner Osons et avec enthousiasme. Je réfléchis encore à vous le dire. Mais vous l'avez dit tous les deux, moi la force qu'on a nous, c'est le sens, hein, je l'ai dit, il y a du sens et c'est partagé et ça vit dans chacun d'entre nous. Donc ça nous donne une force extraordinaire. Et puis l'équipe. Voilà, c'est ce en quoi je crois profondément. Dès qu'on a réussi à créer des équipes, à créer l'esprit d'équipe, on est prêt à aller n'importe où. Et je voudrais compléter sur quelque chose. La ville bas carbone, moi, c'est pas un truc triste du tout. Moi, j'ai écrit quelque chose en disant, au fond, c'est une ville qui sera plus partagée, plus douce, plus sensuelle aussi. Je vous assure que la construction bas carbone, c'est beau. Moi, j'ai gagné un concours simplement en faisant sentir aux élus la matière biosourcée, comme ce soit la pierre ou le bois. Donc, vous avez raison d'être optimiste. Moi, je pense que la ville bas carbone, mais au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire qu'on l'entend aussi dans la mobilité, dans le partage, dans la compréhension de ce qui se passe, dans la biodiversité. Et puis, quand on crée une pension de famille au milieu d'un quartier, je vous assure que ça change aussi la nature du rapport à l'autre, hein, et dans le bon sens. Donc, moi, je suis, pour le coup, extrêmement optimiste sur ce que peut être la ville de demain, la ville bas carbone. Très bien. Arthur, alors? C'est bon, j'ai trouvé mon mot de la fin. Non mais, c'est vrai, tout ça, ça me fait me dire que quand on allume la télé, on a l'impression qu'on a poussé les portes de l'enfer un peu en ce moment. On nous parle de la fin du monde à peu près tous les 3 jours. Mais en fait, je pense que c'est hyper important de comprendre que la meilleure des façons de perdre, c'est de considérer qu'on a déjà perdu. Et on n'a pas perdu, il n'est pas trop tard. On a encore le pouvoir de décider du monde dans lequel on veut vivre. C'est pas moi qui le dis, ça, hein, c'est des dizaines de milliers de scientifiques partout dans le monde qui consacrent leur vie à ces questions. Et c'est à nous de choisir notre futur. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit beau. Nous tous, c'est pas la responsabilité. En fait, il faut sortir de cette logique de on se relance la balle. Personne n'est irréprochable. Et personne peut l'être. Hein. Dans un système qui n'a pas fait sa mutation, personne. Donc, il faut sortir de ces histoires de légitimité et je pense qu'il faut juste se mettre en action ensemble, sans chercher des coupables, sans chercher à être moralisateur ou culpabilisant. Et on y arrivera, on fera des trucs incroyables, ça va être excitant. Alors, merci à tous les 3 pour ces messages, j'ai envie de dire optimistes. Merci beaucoup à tous. Je remercie particulièrement les équipes du club by Mixité Inside Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles de nous donner la parole sur ces thématiques, notamment du leadership à impact. Merci et à très vite.